Mes chers collègues, bonjour. Je vous propose que nous commencions nos travaux avec à l'ordre du jour les conclusions de la mission Flash sur la nature en ville, suivies des conclusions de la mission Flash sur l'impact des plantes aquatiques invasives sur la biodiversité. Alors, nous sommes donc réunis pour la communication des deux conclusions de ces deux missions Flash. Nous débuterons par la mission Flash sur la nature en ville, qui avait été donc créée sur proposition du groupe Agir Ensemble. Et je vais céder tout de suite la parole à nos deux co-rapporteurs, que je sais très investis sur ces sujets, Madame Valérie Petit et Madame Sophie Métadier, qui vont nous présenter leurs conclusions. Alors, c'est Madame Métadier, Madame la co-rapporteure, je vous cède la parole tout de suite. Très bien, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter les pistes de réflexion que Valérie Petit et moi-même avons pu établir à l'issue de nombreuses auditions menées dans le cadre de la mission Flash Nature en ville. Alors que la crise sanitaire a renforcé le besoin de nature des Français, la place et le rôle de la nature et de la biodiversité dans les zones urbaines méritent d'être améliorés en raison des nombreux bénéfices environnementaux, économiques, sociaux et sanitaires qu'elle apporte. Pendant longtemps, l'action publique, mais aussi tout un chacun, n'a considéré la nature que sous le prisme de l'embellissement de la ville et du cadre de vie. Poser la question de ce qu'est la nature en ville appelle en général une réponse du type les parcs, les jardins, les arbres ou les abeilles. Pourtant, l'utilité de la nature, et ce mot utilité est majeur, permet de construire les projets différemment en combinant deux autres logiques. La première est la préservation et le renforcement de la nature urbaine en l'inscrivant dans le triptyque ERC, éviter, réduire, compenser, éviter les atteintes à l'environnement, réduire celles qui n'ont pas pu être évitées et compenser les effets de celles qui n'ont pas pu être évitées et réduites. L'autre logique à l'œuvre est celle des solutions fondées sur la nature. Ces actions qui s'appuient sur les écosystèmes pour relever les défis globaux tels que changement du climat, gestion des risques, etc. C'est en gardant à l'esprit ces trois façons de travailler avec la nature que nous avons abordé 5 thématiques couvrant les différents usages de la nature en ville, à savoir le dérèglement climatique et ses effets, la biodiversité, l'habitat et la cohésion sociale, la santé et le bien-être, enfin l'alimentation. Pour la nature en ville, face au dérèglement climatique, lors des épisodes de canicule, la minéralité des villes est à l'origine du phénomène d'îlots de chaleur, où les températures et la sensation d'étouffement sont accentuées. La nature peut diminuer ces îlots de chaleur grâce à la végétalisation des espaces et du bâti et réduire la température d'un immeuble, d'une rue, d'un quartier et les rendre ainsi plus vivables. Face aux épisodes de pluie, et c'est certainement la solution fondée sur la nature la plus répandue à ce jour, la gestion des eaux pluviales en surface par des noues et la désimperméabilisation des sols limite les risques d'inondation des rivières. La nature peut donc nous servir d'outil à la place des solutions grises, c'est-à-dire les solutions basées sur des constructions et moyens technologiques artificiels. Bien conçues, ces solutions fondées sur la nature sont moins coûteuses sur le long terme que des installations artificielles. Nos auditions ont montré le déficit d'information et de formation en la matière. Par exemple, très peu de collectivités font appel à des écologues pour analyser leurs besoins et les aider à trouver des solutions naturelles. Les auditions ont aussi montré le besoin d'ingénierie sur ces sujets. Les collectivités doivent pouvoir compter sur les opérateurs comme le CEREMA, l'ANCT, les agences régionales de biodiversité ou les CAUE pour mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature. La préservation et la restauration de la biodiversité sont au cœur de la nature en ville. La faune et la flore ont besoin d'écosystèmes favorables pour se développer. Il est donc important que la ville ne les perturbe pas radicalement. Les trames vertes, en gros la végétation, et bleues, l'eau sous toutes ses formes, sont l'un des outils à notre disposition assurant le maintien des continuités écologiques. Nous pensons qu'elles doivent être complétées par un dispositif juridique instituant les trames brunes qui assurent la continuité des sols de pleine terre et les trames noires qui réduisent la pollution lumineuse préjudiciable aux espèces nocturnes.
Nous aurons ainsi un éventail couvrant des espèces animales, végétales et bactériennes. Mais ces différentes trames ne suffisent pas pour répondre aux enjeux introduits par la loi Climat et Résilience, qui attend encore d'être précisée par décret. L'un des outils existants pour gérer l'artificialisation est le coefficient de biotope par surface, qui assure le maintien de surfaces non imperméabilisées et de pleine terre lors de l'aménagement d'une parcelle. Mais il ne dit rien des objectifs qualitatifs pour la biodiversité présente sur le site. De plus, il n'est obligatoire que pour les zones urbanisées de plus de 50 000 habitants. Il existe donc des marges de progrès. Nous souhaiterions que les diagnostics sur la biodiversité soient systématiquement réalisés lors des opérations d'aménagement ou de construction, publiques ou privées, dès l'origine du projet. En ce qui concerne l'habitat et la cohésion sociale, la nature en ville offre des solutions aux problèmes posés par une urbanisation croissante et par la densification de l'habitat. Les espaces naturels sont un lieu supplémentaire de vie dans les zones denses. Ils aèrent littéralement la ville et apportent l'espace nécessaire au confort de tous. Parallèlement, la nature améliore notre habitat, à l'instar du rafraîchissement qu'elle peut procurer ou de l'atténuation sonore qu'elle peut entraîner. Les murs, les ombres portées en été, les orientations ou les toits végétalisés peuvent contribuer à l'équilibre thermique et à la valorisation des bâtiments. La nature en ville améliore également l'attractivité des quartiers et des villes pour attirer et fixer habitants et entreprises. L'identité de la ville et son attrait touristique passent aussi par son patrimoine paysager et bâti, par ses jardins, ses chemins piétons, ses voies vertes et ses espaces de nature. La mise en valeur du patrimoine naturel des villes participe ainsi à la dynamique économique d'un territoire. Sur le thème du bien-être et de la santé des citadins, des constats globaux doivent être rappelés. La présence de la nature en ville favorise les activités physiques et sportives avec des conséquences très positives et mesurables sur la santé. De nombreuses études l'ont démontré, la présence d'espaces verts, de chemins ou de pistes cyclables réduit le risque de maladies, d'accidents cardiovasculaires ou encore de la prévalence du diabète. La nature en ville impacte également la santé psychique en contribuant à la diminution de l'anxiété et à l'amélioration des capacités d'attention. L'existence de lieux de sociabilité dans les rues, les parcs et les jardins réduisent les situations d'isolement, ce qui améliore globalement la santé mentale. La présence de plantes est également un facteur de réduction de la pollution de l'air et de la pollution sonore, la végétation faisant office de capteur de particules ou de dispositifs anti-bruit. Nous appelons donc de nos vœux une meilleure coordination des actions de santé environnementale entre les différents acteurs publics. Nous souhaiterions également que la nature en ville soit davantage intégrée dans les politiques de santé environnementale, dans les actions et politiques de sport-santé et dans les projets favorisant les mobilités actives. Le cinquième aspect est celui des terres urbaines consacrées à l'alimentation. La nature en ville peut également être nourricière via les terres cultivées présentes dans le tissu urbain, comme les jardins maraîchers, qu'ils soient privés, ouvriers ou partagés, ou les exploitations agricoles urbaines. Ce sont des réservoirs de biodiversité et des lieux de vie et d'apprentissage, de sociabilité précieux pour les habitants. Généralement cultivés en bio, ces jardins mettent en parallèle la qualité de l'alimentation, la connaissance de la saisonnalité ou la diversification des régimes alimentaires, même si l'on sait que l'on ne pourra pas entièrement nourrir la population urbaine grâce à eux. L'enjeu principal autour de ces terres de production est leur préservation ou leur création face aux autres usages du foncier. Nous pensons indispensable l'évolution du cadre législatif et réglementaire du foncier, notamment la création de baux spécifiques pour les exploitations urbaines et l'actualisation des textes concernant les jardins collectifs et familiaux. Enfin, nous rappelons la nécessité de contrôler la qualité sanitaire de ces terrains. Quelle que soit l'entrée choisie pour parler de nature en ville, la collaboration entre collectivités nous semble donc indispensable, car la nature ignore les frontières administratives. Qu'il s'agisse du patrimoine naturel, des ceintures vertes, des espaces verts de loisirs ou des itinéraires de mobilité active, ces continuités doivent être pensées entre les territoires urbains, périurbains et ruraux. La formation des élus, des agents des collectivités et des services déconcentrés, la sensibilisation du grand public sont également des éléments indispensables.
Il faut également développer les méthodes pour parvenir à une densification urbaine respectueuse de l'environnement, comme par exemple la densification des parcelles en hauteur, pour laisser une part utile plus importante à la nature et ainsi bénéficier d'avantages écosystémiques, à commencer par les projets de revalorisation des friches, où un pourcentage minimal d'espaces de nature nous semble nécessaire. Enfin, l'un des principaux enjeux de la nature en ville réside dans la mobilisation de l'espace foncier. Tant qu'il ne sera pas possible de mesurer et de rémunérer les services écosystémiques fournis par la nature en ville, il sera difficile de préserver le foncier, de le créer et d'en défendre la valeur et le rendement. Un nouveau modèle économique et financier doit permettre de rentabiliser l'investissement public ou privé dans les projets s'appuyant sur la nature en ville, surtout avec le défi du zéro artificialisation nette. En conclusion, il nous semble qu'il faut construire les projets urbains en s'appuyant sur les solutions fondées sur la nature. La nature en ville ne doit plus être traitée en dernier dans les délaissés des aménagements, mais au contraire être la base des projets. Je te laisse la parole pour continuer. Merci beaucoup, chère Sophie. Madame la Présidente, mes chers collègues, j'aurais bien aimé vous emmener dans la nature pour vous parler de nature en ville, parce que je crois que c'est au contact de la nature, quand on se réensauvage un peu, que l'on se souvient de sa valeur et de la connexion assez unique qui nous relie à elle, et que c'est de ce sentiment que naît l'engagement de beaucoup d'entre nous en faveur de la nature, et je le crois de beaucoup d'élus qui veulent faire revenir la nature dans leur ville. Alors, je ne pouvais pas faire venir la nature, donc je vous en ai amené un tout petit peu. Alors non, je ne suis pas venue avec une plante verte, je ne fais pas moi-même la plante verte. Je voulais vous présenter un cas très concret. Finalement, c'est quoi une ville qui fait ou qui réussit en termes de nature en ville? Donc c'est un cas très simple, c'est le cas de la ville d'Angers. Pourquoi j'ai pris la ville d'Angers? Parce qu'elle a été assez régulièrement élue capitale verte. Et parce qu'il existe d'abord, pour dire d'elle qu'elle fait bien en matière de nature en ville, des éléments factuels. Ces éléments factuels, c'est par exemple le fait, et on peut le mesurer, qu'elle ménage ou qu'elle aménage la nature. Donc par exemple, Angers, c'est 1/3 de la superficie de la ville qui est dédiée à la nature. C'est 100 mètres carrés d'espace paysager par habitant. Moi, à Lille, voyez-vous, c'est 12 mètres carrés par habitant, pour vous donner un petit exemple. Et puis, c'est cette idée aussi que, à moins de 500 mètres de chez vous, à Angers, vous avez un espace paysager. Dire d'une ville aussi qu'elle réussit en matière de nature en ville, c'est montrer qu'elle protège la nature. Protéger la nature, c'est évidemment avoir des hectares classés d'espaces naturels, classés sensibles, mais c'est aussi, dans le PLUI, aller un peu plus loin que ce qui est demandé en protégeant des espaces boisés, des jardins, des cœurs d'îlots, des haies et même des alignements d'arbres. Et puis, une ville qui réussit en matière de nature-ville, c'est celle qui va chercher à aller encore plus loin en développant la présence de la nature, en développant de l'espace boisé, des forêts urbaines, des mini-jardins. Et là, vous voyez par exemple que c'est près de 500 mini-jardins qu'a créé la ville. Donc c'est vraiment partout, même en termes d'acupuncture, on pourrait dire, qu'il y a la présence de la nature. Et c'est ce qui fait de cette ville une ville verte. Ce qui fait d'elle aussi une ville qui réussit en matière de nature en ville, c'est la façon de travailler avec la nature. La nature n'est pas là pour juste mettre une petite fleur de plus sur le panneau d'entrée de ville. La nature, elle est là pour qu'on travaille avec elle à la qualité de vie des habitants, que la nature soit réellement un allié. Le philosophe Jean-Baptiste Morisot disait toujours il faut s'unir au vivant. C'est vraiment une logique de partenariat. Et comme l'a très bien expliqué ma co-rapporteure, c'est cette idée de mobiliser la nature comme source de solutions pour améliorer le quotidien des habitants et donc de se focaliser y compris sur les services écosystémiques. Là, vous voyez par exemple que la ville d'Angers a formalisé une typologie des services rendus par la nature. Évidemment, des services, comme on l'a dit, de régulation, notamment des phénomènes naturels liés au réchauffement climatique, mais aussi des services nourriciers ou d'approvisionnement en ressources naturelles, des services culturels ou sociaux, etc., etc. Donc c'est vraiment cette idée d'approche de la nature fondée sur les solutions qu'elle apporte qui est entrée dans toutes les politiques et dans toutes les décisions prises par la ville en matière d'aménagement au quotidien. Je vous laisse regarder un petit peu la façon dont est résumée les formes et les fonctions de la nature en ville à Angers.
Donc j'ai passé un petit peu de temps pour aller découvrir ce qui était fait sur le terrain, et le but de ma présentation là, c'est de vous donner finalement, peut-être certains d'entre vous sont des élus locaux ou ont les moyens d'influer sur la politique locale en matière de nature en ville, 4 facteurs clés finalement de succès pour ceux qui voudraient accélérer la présence de la nature en ville. Alors 4 enseignements que j'ai tirés du cas angevin. Le premier, c'est qu'il faut, et ça c'est pas une surprise, une vraie volonté politique. Alors d'abord une conscience politique de l'importance de la nature, et aussi un consensus local. Ce qui est intéressant à Angers, c'est que ça a commencé évidemment avec l'agenda 21 biodiversité qu'il a fallu traduire, mais c'est surtout qu'ils ont organisé des assises de la transition écologique en 2019 qui a permis justement de montrer que la nature en ville était un point de consensus. Au-delà des clivages partisans, il y avait à la fois un consensus politique pour développer la nature en ville, mais aussi une forte attente citoyenne. Et le fait d'avoir fait des assises a permis à la fois de construire le consensus politique, mais aussi d'enclencher la participation citoyenne qui est très importante, on le verra, puisque un des facteurs clés, c'est bien que chaque citoyen devienne, entre guillemets, un jardinier, ou en tout cas un protecteur ou un développeur de la nature en ville. Et puis derrière ce consensus, s'est construit une démarche de planification. Et en la matière, la planification, parce qu'on est aussi sur des logiques de très long terme, elle est essentielle, avec un schéma directeur des paysages angevins, ça c'est au niveau de la métropole, et un plan nature en ville qui lui est décliné au niveau de la ville. Donc consensus local, volonté politique et planification, ça c'est le premier facteur clé de succès. Le deuxième, c'est d'apprendre à aménager, à gérer la ville et aussi à évaluer autrement. La nature en ville, vous ne pouvez la développer que si vous la connaissez bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire organiser des inventaires, y compris des inventaires participatifs. Ça veut dire aussi se donner des moyens de mesure, même s'ils ne sont pas parfaits, de l'impact de l'activité de la ville sur la biodiversité, mais aussi des bénéfices écosystémiques de la présence de cette nature pour l'ensemble des services de la ville. Donc cet enjeu de la connaissance et de l'évaluation de l'impact, il est vraiment essentiel. Et il y a un enjeu évidemment de données qui est tout à fait central. Il faut aussi mieux aménager. Mieux aménager, ça veut dire, par exemple, inscrire les ambiances paysagères dans les orientations d'aménagement et de programmation, notamment thématiques, qu'on peut prendre au niveau du PLUI, pour qu'il n'y ait plus finalement un seul projet qui n'intègre pas les ambiances paysagères du lieu. Et puis, il faut mieux gérer par exemple, l'arrosage, faire de l'arrosage intelligent, utiliser les jumeaux numériques pour imaginer comment on peut créer de l'ombre pour lutter contre les îlots de chaleur. Il faut évidemment aussi se donner des outils pour gérer la canopée, que ce soit des chartes ou des barèmes de l'arbre. Voilà quelques éléments qui montrent que quand on a la nature en tête, on gère, on aménage et on évalue différemment l'action publique locale et l'aménagement de la ville. Troisième facteur clé de succès, c'est, j'ai envie de dire, multiplier toute la palette d'actions que l'on a pour, entre guillemets, réensauvager le quotidien et augmenter la présence de la nature dans la ville, que ce soit la biodiversité ordinaire ou une biodiversité un petit peu plus sauvage. Donc voilà quelques exemples de toute la palette, par exemple, d'actions qui est développée par la ville d'Angers. Donc vous voyez ce qui est fait par exemple comme les créations de parcours pédagogiques récréatifs et citoyens, l'idée d'avoir un potager dans chaque école, d'avoir une application pour se promener en regardant, en étant attentif à la nature en ville, ou encore de faire une grande exposition de l'arbre. Et puis ce sont aussi des actions plus traditionnelles, comme évidemment on l'a dit, c'est très important, compléter les trames bleues et vertes, et prendre soin aussi, faire apparaître les trames brunes et noires. C'est désimperméabiliser et végétaliser aussi bien les cours d'école que les cimetières ou que les espaces de stationnement. C'est évidemment réhabiliter, entretenir les parcs, c'est créer des prairies fleuries dans les quartiers, c'est créer des forêts urbaines, c'est aussi faire de l'acupuncture urbaine. Il n'y a pas de petit profit. Chaque pied ou pas de porte est un espace que l'on peut renaturer. Et puis, dernier facteur clé de succès, c'est mettre en capacité les citoyens de faire.
Donc évidemment, on trouve des outils classiques, mesdames, comme par exemple le budget participatif, où une partie du budget, par exemple, dans la ville d'Angers est sanctuarisée pour des projets sur la nature. On a des plans de l'habitant jardinier et la cabane du jardinier qui permet d'avoir un centre de ressources pour apprendre à cultiver. On a une animation d'une communauté, les jardinacteurs. On a évidemment des bons de végétalisation qui rappellent les permis de végétaliser. Et puis des concours pour mettre en valeur l'investissement des citoyens dans le développement et le soin apporté à la nature au quotidien. Et puis, il faut aussi créer un système d'acteurs et d'expertise. C'est absolument essentiel parce que la nature en ville, ça n'est pas quelque chose de bucolique. En réalité, c'est quelque chose de très technique. Et ça demande, on l'a dit, en insistant sur l'importance d'apporter, par exemple, des ressources en matière d'écologie, et notamment des écologues au service des collectivités. Ce sont des sujets très techniques. Et on ne réussit pas à faire revenir la nature en ville si on n'a pas aussi des entreprises qui se mobilisent, de l'expertise, de la R&D. À Angers, ils ont un pôle de compétitivité sur le végétal. Ils ont aussi un tissu associatif dynamique. Et aussi, ils expérimentent toutes les façons que l'on peut avoir d'entraîner les entreprises dans la renaturation avec, par exemple, un mécénat végétal. Et ça, c'est très important de dire qu'on ne fait pas revenir un écosystème urbain en faveur de la biodiversité si on n'a pas un écosystème d'acteurs qui a à sa disposition non pas simplement un plan d'action, mais des ressources, de l'expertise accessible pour pouvoir agir dans le bon sens. Parce que, vous le savez, la nature, on a vite fait de faire des erreurs, c'est le sujet qui suit, de planter les mauvaises espèces et de faire finalement plus de mal que de bien. Voilà, c'était pour vous donner quelques éléments d'illustration sur la nature en ville. Et puis, je remercie évidemment toute l'équipe qui m'a accueillie à Angers, mais surtout, je remercie Vincent Guilhem et Olivia Sanson, nos administrateurs qui nous ont accompagnés pendant toute cette mission. Je les remercie naturellement et chaleureusement. Merci beaucoup à vous deux, chers collègues co-rapporteurs de cette mission Flash. Évidemment, ça nous donne envie de vous poser tout un tas de questions pour approfondir le sujet. Et je vais donc, pour les orateurs de groupe, appeler Madame Lauriane Roussy pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente, merci Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Cette question majeure de la nature en ville et de l'habitabilité de nos villes, de nos métropoles, se posait déjà lors des épisodes de sécheresse, de canicule, de crue. Elle devient d'autant plus cruciale au travers de la crise sanitaire et climatique que nous traversons. Vous l'avez dit, face à la bétonisation, face à la surdensification, face à la pollution atmosphérique, la pollution sonore aussi, je vous remercie d'en avoir parlé, remettre du végétal dans nos villes est devenu un impératif environnemental et sanitaire. C'est aussi un enjeu majeur du cadre de vie. Pour les citadins qui vivent dans des îlots de chaleur irrespirables où ils peinent à y trouver des lieux pour s'aérer. Élus des Hauts-de-Seine, à Montrouge, Bagneux et Malakoff, 3 villes très denses où le foncier se fait rare et cher, je mesure chaque jour la nécessité de ramener la nature en ville. Je me réjouis d'ailleurs que notre commission se soit emparée de ce sujet, qui touche autant à la biodiversité qu'à l'aménagement du territoire. Les résultats de la mission Flash que vous avez menée, mesdames les rapporteurs, sont particulièrement attendus et précieux. Ces enjeux n'ont pas été oubliés par la majorité présidentielle durant cette législature. Le plan biodiversité présenté par le ministère de la Transition écologique dès 2018 a fixé l'objectif de zéro artificialisation nette d'ici 2050 et porte plusieurs solutions pour développer la nature en ville. Ces ambitions, vous l'avez dit, se sont retrouvées dans la loi climat et résilience que nous avons votée, avec notamment la réduction de moitié du rythme de l'artificialisation des sols en 10 ans et l'interdiction de toute nouvelle autorisation d'exploitation commerciale portant sur un projet qui entraînerait une artificialisation des sols. Je voudrais citer également la végétalisation des parkings, des toitures de certains entrepôts, mais également la mission Flash lancée par notre commission sur les enjeux environnementaux de l'aménagement des aires de stationnement. Et puis la loi 3DS, qui a permis également de renforcer la protection des arbres en encadrant strictement leur abattage et la procédure qui y est associée. L'une des attentes majeures de nos concitoyens n'est pas seulement la création de nouveaux quartiers exemplaires. Il n'est d'ailleurs pas interdit, je crois, de s'interroger sur la pertinence du label écoquartier, mais surtout la renaturation d'espaces urbains déjà construits qui n'intègrent pas ou trop peu la végétation. Alors au nom de mon groupe La République En Marche, je tiens à saluer vos travaux
et à vous interroger sur 3 points que vous avez d'ailleurs abordés. Premièrement, comment enjoindre plus fortement les collectivités à intégrer la nature en ville dans leurs opérations d'urbanisme et ne pas se contenter de labels ou d'opérations de sensibilisation, même si c'est important évidemment de former les agents. Deuxièmement, disposons-nous d'indicateurs permettant de mesurer à la fois le foncier disponible, mais surtout les efforts accomplis sur l'ensemble du territoire en matière de végétalisation. Merci. Et puis, 3e point, et j'en finirai là, comment mieux mettre en œuvre la stratégie éviter, réduire, compenser, et surtout éviter Merci. et réduire, évidemment. Je vous remercie. Merci beaucoup. Jean-Marie Sermier pour les Républicains, qui peut évidemment déborder de quelques secondes son temps de parole. Merci Madame la Présidente. Merci à nos rapporteurs Sophie Métadier et Valérie Petit pour le travail qu'elles ont réalisé dans cette mission Flash. Alors effectivement, la nature en ordre général est quelque chose d'extrêmement important. On ne s'attend pas à ce qu'elle soit forcément en ville, mais c'est un sujet prégnant, un sujet difficile parce que je pense qu'il s'accorde mal finalement des réglementations et des documents d'urbanisme et des différentes réglementations et normes que l'on peut produire, parce qu'il s'agit de le faire avec beaucoup de pragmatisme et de faire en sorte que nous puissions déjà préserver un certain nombre de natures qui est déjà en ville. Et quand on parle évidemment de la nature en ville, on parle de la nature évidemment dans les bourgs. Ce qu'on appelle, improprement d'ailleurs, j'aime pas ce terme, mais les dents creuses notamment dans les bourgs, il faut les préserver alors qu'aujourd'hui, l'État et les services de la DDT nous conseillent plutôt de les urbaniser. En tous les cas, vous avez complètement raison de nous dire que cette nature est importante pour la vie de tous les jours, qu'elle participe au bienfait de la santé, qu'elle participe aussi à une certaine forme de tranquillité urbaine. Et il faut la préserver, il faut la développer. Vous avez par contre, je mettrai un petit bémol, mais c'est normal, vous avez par contre dit que cette nature pouvait éventuellement permettre de nourrir les urbains. Alors sans doute peut-elle le faire, et j'imagine que comme je l'ai fait sur ma ville de Dole, quand on met des ruches au-dessus de la mairie, eh bien, enfin au-dessus de la salle de spectacle plus exactement, on y produit du miel qui peut nourrir les urbains. Mais ce que je voudrais pas, c'est qu'on oppose le produit qu'on pourrait réaliser dans la nature en ville à celui que l'on réalise quand on est agriculteur, parce qu'on a quand même besoin, même si cette nature en ville peut être productive, de l'ensemble des agriculteurs français qu'ils soient productifs. En tous les cas, je vous félicite pour les propositions que vous faites. Et vous en faites notamment une importante, qui est la sensibilisation des populations à la nature en ville, parce qu'on ne peut pas réaliser des avancées en la matière si on n'y associe pas l'ensemble de nos concitoyens. Quelles mesures envisagez-vous réellement de proposer pour que cela puisse se faire et se traduire dans les actes? Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. Pour le groupe MoDem, je donne la parole à Aude Luquet. Merci Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs. Merci pour votre rapport qui apporte un éclairage précieux pour nous législateurs, mais aussi pour les élus qui ont un rôle central à assumer dans cette reconquête de la nature en ville. Pour envisager une nature en ville pérenne et pas seulement esthétique, à mon avis, notre action doit reposer sur un triptyque: connaître, sensibiliser et agir. Connaître l'état de notre nature en ville nous paraît être une base appréciable si l'on souhaite identifier les besoins et les défis dans chacun de nos territoires. Vous parlez de la data verte comme enjeu clé pour permettre le suivi des initiatives. Nous partageons cette nécessité de nourrir une base de données collective et détaillée. Sensibiliser en formant les différents acteurs, notamment les élus, aux enjeux environnementaux nous apparaît impératif. On rejoint ici la question de l'ingénierie qui manque parfois à nos communes rurales. Insistons sur l'importance de développer la mutualisation et le partage des savoirs. Les élus ont besoin d'être accompagnés. Associations et agences environnementales font un travail précieux sur le terrain. Nos élus ne doivent pas hésiter à s'appuyer sur elles pour guider et nourrir leurs actions. Vous avez évoqué à un moment donné, Madame la rapporteure, le rôle des CAE. Moi, je tiens à saluer le CAE de Seine-et-Marne qui a beaucoup travaillé sur les enjeux liés aux arbres hors forêt qui sont une partie de la solution de la reconquête de la nature en ville. Troisième notion de ce triptyque, agir. Agir, c'est mettre la nature au cœur de chacune de nos actions. L'éco-conception doit aujourd'hui occuper une place centrale dans notre quotidien. Ma collègue Lauriane Rossi parlait de zéro artificialisation nette à horizon 2050. On a différents outils qui sont mis à la disposition de différents acteurs, que ce soit élus, entreprises, habitants. Ma question, comment envisagez-vous déjà l'accompagnement des élus et quelle place pour les associations et notamment pour le CAE? Et aussi, comment faire en sorte que les outils existants soient mieux utilisés? Je vous remercie.
Merci Madame la députée. Pour le groupe Agir Ensemble, la parole est à Maïna Sage. Merci Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord remercier nos rapporteurs Sophie Métadier et Valérie Petit pour ce rapport très instructif en fait. C'est pragmatique sur comment réussir finalement la renaturation de ces espaces dans les zones urbaines. On sait à quel point nos villes sont de plus en plus denses et sont confrontées à la nécessité de prendre en compte en fait aussi ces situations et de ramener un peu plus de nature en ville. Cela rejoint aussi l'objectif de la loi climat-résilience en matière d'artificialisation des sols, avec cet objectif aussi de mieux traiter les friches industrielles. Ce serait ma première remarque. C'est vrai que c'est un enjeu fort connexe à ces objectifs de nature en ville. Vous proposez d'ailleurs dans votre rapport de créer des mécanismes financiers qui permettent de prendre en compte des solutions fondées sur la nature dans le financement de projets de renaturation. Quelque part, les friches pourraient en faire partie. Nous pouvons créer de véritables projets sociaux et environnementaux autour de ces friches industrielles. On sait que l'État et l'ADEME accompagnent ces projets. Ne devrait-on pas imposer finalement des principes de renaturation dans ces projets afin de ne pas densifier davantage ces espaces sans prendre en compte aussi ce besoin de nature et de biodiversité, en incluant bien sûr tous les acteurs de ces zones recyclées. Le deuxième point que je voudrais faire, c'est que quelque part, j'ai bien noté l'objectif de renaturation qui doit être au cœur, j'ai bien noté ce qu'a dit notre collègue Métadier, à la base des projets. Et finalement, ça fait écho au débat qu'on a eu notamment pendant le One Ocean Summit, parce que c'est très proche de la démarche qu'on doit impulser aussi pour nos aires marines protégées. J'ai vraiment fait le parallèle en vous entendant toutes les deux avec la démarche qui doit être beaucoup plus inclusive, beaucoup plus en amont lorsqu'on crée ces aires protégées. Et d'ailleurs, notre objectif de 30% d'aires protégées se passe bien à la fois en zone marine et terrestre. Et quelque part, il ne faut pas dissocier l'homme de ces espaces, bien au contraire. Ils doivent être complètement intégrés à ces espaces et je vous rejoins sur le fait que ça doit être complètement inclusif, ça doit être fait avec les acteurs. Je voudrais simplement vous suggérer aussi peut-être une ouverture sur ce qui pour moi est un triptyque gagnant en termes d'air marine. C'est qu'à la fois cela se fasse avec une bonne coordination entre le niveau local et national, mais qu'il y ait aussi de vrais partenariats publics-privés. Pour moi, c'est fondamental. Et enfin, le troisième point, c'est qu'on parle beaucoup de nature. On parle beaucoup de solutions fondées sur la nature. Mais je crois que ces solutions fondées sur la nature peuvent être liées à des solutions fondées sur la culture. Donc c'est vraiment le lien nature-culture patrimonial qui, à mon sens, doit aussi être mis en œuvre dans ce type de projet. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée. Pour le groupe UDI, la parole est à Guy Bricout. Merci Madame la Présidente. Je suis un jardinier en ville et ça me plaît beaucoup. Donc félicitations aux co-rapporteurs qui maîtrisent bien leur sujet. Alors comme toujours, j'aurais beaucoup de questions. A-t-on aujourd'hui assez de systèmes d'évaluation, d'indicateurs de suivi permettant d'estimer précisément les apports du développement de la nature en ville et de l'adapter le cas échéant ? Quid de l'évaluation plus particulièrement sur la santé des riverains et sur leur hygiène de vie, sur le retour de certaines espèces ? A-t-on un réel suivi des impacts ? En termes de lutte contre le réchauffement climatique, a-t-on fait des études poussées pour estimer ce que fait gagner la nature en ville, ses bénéfices et ce qu'il en reste encore à améliorer dans les dispositifs déjà développés afin que la ville de demain soit de plus en plus performante en la matière ? Avez-vous étudié, et vous avez beaucoup travaillé déjà, certains modèles européens sur lesquels nous pourrions nous appuyer ? Quel bilan aujourd'hui du plan Restaurer et valoriser la nature en ville issu du Grenelle de l'environnement ? A-t-on fait un vrai suivi de celui-ci sur lequel s'appuyer ? À ce stade, les moyens tant humains que financiers sont-ils à la hauteur des enjeux alors que différentes ressources ne cessent d'être revues à la baisse ? Les finances locales, les agences de l'eau qui sont ponctionnées ces dernières années, l'OFB qui manque de moyens humains notamment. A-t-on également suffisamment de personnel formé aux enjeux de la nature en ville, notamment au sein des collectivités ? L'Office français de la biodiversité joue-t-il un rôle suffisant aujourd'hui dans le développement de la nature en ville ?
Où en est-on de l'introduction d'écologues, ce qui est important, Madame l'urbaniste, dans les projets de promoteurs immobiliers? L'idée fait-elle bien son chemin? Toutes les ressources disponibles sont-elles utilisées aujourd'hui comme il se doit pour développer la nature en ville? J'en ai encore. Plus particulièrement, quels fonds européens sont mobilisables en la matière? Les collectivités sont-elles suffisamment au courant de tous les leviers existants? Et enfin, nos concitoyens ont-ils aussi assez d'informations sur ce qu'ils peuvent faire ou ne doivent pas faire au sein même de leur jardin, c'est mon cas, pour permettre la réintroduction de certaines espèces, assurer un retour à la biodiversité? Je n'ai pas beaucoup dérapé. Merci beaucoup, monsieur le député. Pour le groupe GDR, la parole est à Hubert Vulfranc. Pour la gauche. Nous autres sont pour là. Bien, la nature en ville, oui, bien évidemment une politique publique désormais largement partagée par les élus, par les populations. Néanmoins, je voudrais reprendre deux obstacles qui, selon moi et selon nous, constituent une alerte vis-à-vis de cette politique publique. Premier obstacle, ça a été évoqué. La nature en ville, ce sont des charges d'investissement et de fonctionnement, directes ou indirectes, sensiblement plus importantes que, bien évidemment, dans la politique d'aménagement et d'urbanisation telle que nous la connaissions jusqu'à présent. Préserver une parcelle boisée pour une commune, développer une expertise à la hauteur du patrimoine naturel, rendre opérationnelle une gestion de ce patrimoine au quotidien, c'est lourd pour une collectivité, pour une commune, d'ailleurs qu'elle soit bourg ou qu'elle soit petite ville moyenne. Ça, c'est un élément majeur. Et c'est vrai aussi qu'elle doit s'accompagner de moyens des tiers, notamment en matière de police de l'environnement. Et vous y voyez, bien sûr, tous les enjeux. Et puis, deuxième aspect, disons-le, c'est la concurrence objective que la renaturation en ville emporte avec le développement de l'habitat. Et vous savez que nous sommes bien évidemment très sensibles aux besoins en matière d'habitat social, qui est dans le pays en pénurie. Et j'observe d'ailleurs bien souvent que la nature sert de contre-argument pour, sur le terrain, s'opposer parfois au développement de l'habitat social. Donc, j'attire l'attention sur ce point, de manière à ce que soit prôné, et je vous demanderai votre avis sur ce point, un équilibre pragmatique de proximité avec les élus sur cette question de l'habitat et de la renaturation en ville. Merci beaucoup, monsieur le député. Je vous propose d'inviter nos collègues à poser les questions. J'ai deux collègues inscrits, Alain Perret et Frédéric Tufnel. Je vous en prie, monsieur le député. Merci Madame la Présidente pour une minute. Lorsque j'ai commencé ma carrière en 1992, je parlais de tri sélectif des déchets. Et un maire déjà très âgé, qui était médecin, me disait jeune, la protection de l'environnement, c'est tant qu'on aura des vaches au coin du village. Et je pensais qu'il était déjà trop âgé. 30 ans après, je me dis qu'est-ce qu'il avait raison. Qu'est-ce qu'il avait raison? Parce que nous avons passé à peu près 40 ans à écarter la nature, comme vous l'appelez, mais là, en fait, vous n'abordez qu'une partie de la nature, c'est-à-dire la flore. Et donc, moi, je voudrais savoir comment on pourrait ramener aussi la faune et des animaux en cœur de ville. Ça éviterait à certaines parties, notamment animalistes, de raconter des conneries à longueur de journée. Voilà, donc je voudrais savoir si vous avez réfléchi à cette question. Et je crois que plus les personnes seront au contact des animaux, plus ça leur permettra de comprendre ce qui se passe réellement dans la nature. Je vous remercie. Merci beaucoup. Frédéric Tufnel.
Merci Madame la Présidente. Écoutez, je vais peut-être répondre aussi à Monsieur Pereira en même temps que je pose ma question, parce que dans mon rapport Terre d'eau, Terre d'avenir que nous avons mené, la base Vallée-Angevine, vous avez cité Angers, est extraordinaire, parce que c'est un trio gagnant. C'est un trio gagnant parce qu'ils mettent à la fois les agriculteurs, les environnementalistes, les urbanistes au cœur d'un grand projet pour protéger la ville des inondations. Et donc ces zones humides ont été protégées parce qu'il y a un trio aussi de rivières et de fleuves qui vont se jeter dans le Maine et dans la Loire. Et donc à partir de là, la ville d'Angers avait toujours les pieds dans l'eau. Et bien c'est par ce travail qui a été fait avec le syndicat mixte des Basses Vallées-Angevines, avec l'agglomération d'Angers, avec la LPO, avec un travail avec la Chambre d'agriculture pour répondre, on a mis de l'élevage extensif dans ces zones de prairies. Eh bien c'est un trio gagnant et qui marche très bien. Donc oui, ça existe en France, oui, il y a des zones comme ça qui marchent très bien. Il y en a partout sur le territoire. Ne disons pas qu'on n'y arrive pas. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a des beaux projets et qu'on peut continuer à travailler sur la nature en ville. Et votre rapport l'illustre très bien et je voulais vous en féliciter. Merci beaucoup. Je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose, mesdames les co-rapporteurs, de répondre. On va alterner. Eh ben, c'est parfait. On va alterner les réponses. On va parler l'une après l'autre. Alors, pour répondre à Lauriane Rossi, comment enjoindre les collectivités territoriales à s'investir un peu plus et à investir un peu plus, avec des ressources parfois contraintes, on l'a entendu, pour développer la nature en ville? Il y a plusieurs choses que l'on préconise dans ce rapport. On l'a été plusieurs à le dire. Il faut absolument sensibiliser et former les élus, et en particulier pour les villes de taille moyenne, qui n'ont en effet pas accès aujourd'hui, par exemple, au service d'un écologue et pour lesquels faire appel à un conseil privé en matière de biodiversité, c'est beaucoup trop onéreux. Donc là, on a en effet des outils de formation et de sensibilisation des élus à mettre en place. Mais je crois qu'il y a deux autres choses qu'il ne faut pas oublier. C'est d'abord la formation, et je dis le mot formation, pas sensibilisation, formation des préfets. Parce que les préfets, en réalité, sont vraiment souvent à l'initiative de beaucoup de décisions en matière de biodiversité sur le territoire. Et s'ils ne sont pas sensibilisés et formés, rien ne se passe. Que ce soit pour créer une agence régionale de la biodiversité sur un territoire, pour classer, pour mettre sous protection une forêt, tout part de l'impulsion du préfet. Et donc, il n'y a pas que les collectivités, il y a aussi représentants de l'État qui, à mon avis, doit être entre guillemets, une cible prioritaire en matière de formation. Et ça aidera beaucoup, y compris les collectivités. Après, je crois qu'en effet, il y a une question de moyens. C'est qu'il faut qu'on aille au bout de la loi de 2016. On a la moitié du territoire qui ne possède pas d'agence régionale de la biodiversité, qui est le lieu où on peut mettre des moyens pour coordonner les acteurs, pour sensibiliser les acteurs. Moi, dans mon territoire, ça fait 2 ans que j'en réclame une. C'est une décision conjointe du président de la région et du préfet. Là, il y a beaucoup à faire pour aller au bout de cette loi, qui est une très bonne loi. Sur la question de la séquence ERC, moi, j'insiste beaucoup sur le compenser. C'est-à-dire que pendant longtemps, sur la séquence ERC, on a dit « Oh là là, compenser, c'est le C, c'est vraiment le dernier recours. D'abord, faisons de l'évitement, de la réduction. » Sauf qu'aujourd'hui, on a pris de tels engagements, notamment sur le zéro artificialisation nette, qu'il faut à un moment donné donner les moyens aux collectivités et aux entreprises de compenser. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas organisé pour ce faire. C'est-à-dire que souvent, la compensation écologique, elle se fait sur un coin de table. Donc il y a du greenwashing, il n'y a pas de vérification de la qualité des offres de projets sur les territoires. Donc il nous manque un tiers de confiance pour organiser cette compensation, pour évaluer la qualité des projets. Il nous manque aussi des mécanismes pour, entre guillemets, offrir des solutions clés en main aux entreprises. Donc ça n'est pas non plus l'expertise. Comment compenser la création, je ne sais pas, d'une aire de stationnement dans une zone d'activité, ou comment faire en sorte qu'elle soit pas trop imperméabilisée ou qu'elle laisse passer la faune dans les villes, parce qu'il y a de la faune dans les villes. Aujourd'hui, on ne s'est pas non plus accompagné. Du côté de la compensation, tout reste à faire. Ça me paraît aussi un gros enjeu pour répondre à votre question sur la séquence ERC. Est-ce que tu veux répondre à Jean-Marie avant que je... Oui, il faudrait que tu... Pardon. Alors, on va effectivement essayer de prendre dans l'ordre. Donc, en ce qui concerne la question posée par le député Sermier, effectivement, la nature en ville
quelque chose qu'il faut beaucoup plus encadrer, et je pense qu'on insiste là-dessus au niveau du rapport. Je pense qu'en ce qui concerne le côté nourricier, on l'a bien dit, hein, l'agriculture urbaine ne nourrira pas l'intégralité des urbains, c'est une évidence. Et c'est vraiment très clair. Mais il peut y avoir, même si cette agriculture que l'on retrouve en ville permet de nourrir en partie les urbains, je pense que c'est surtout de les reconnecter à leur alimentation qui est important. On a toutes les deux rencontré des acteurs des fermes urbaines. Ils ont un rôle de production, certes, mais ils ont surtout un rôle de cohésion, de formation, d'apprentissage des jeunes, etc., qui est vraiment extrêmement important. En ce qui concerne la sensibilisation, parce que je crois que c'était aussi la question, hein, c'est sur la sensibilisation des populations. Je pense que ça se croise un petit peu avec toutes les réponses qu'on a pu faire. C'est par... les urbains sont très demandeurs par rapport à la nature en ville, et je pense que c'est un effort à faire à partir de tous les âges, que ce soit à partir des enfants des écoles, que ce soit des collégiens, les lycéens, les adultes. Je pense qu'il faut vraiment axer cette sensibilisation pour que derrière, quand les politiques locaux portent un projet, il soit compris plus facilement par la population et que donc il soit plus facilement accepté. Je continue avec la question d'Aude Luquet, qui était sur connaître, sensibiliser, agir. Effectivement, alors tu as cité le CAUE 77. C'est vrai que, alors moi ce matin j'étais sur un conseil d'administration d'un CAUE de mon département, le 37. Je pense qu'il y a besoin aussi que les CAUE ou les agences territoriales accompagnent au mieux les communes et les agglomérations, les communautés de communes, pour que effectivement cette conception, cette éco-conception devienne une norme, devienne un réflexe en fait, et que ce soit automatiquement mis en place. Et l'accompagnement des élus, je pense qu'on en a largement parlé. Je pense que c'est peut-être pas la peine d'y revenir. Alors, pour répondre aux questions de ma collègue Maïna Sage, donc sur les friches industrielles, c'est un sujet important, notamment dans des régions comme la mienne, le Nord, où l'industrie a beaucoup abîmé, de facto, la biodiversité. Le problème des friches industrielles, et ça rejoint un petit peu la question de notre collègue Hubert Wulfranc, c'est que ces friches, évidemment, elles sont un peu un objet de prédation. Est-ce qu'on va aller renaturer une friche ou est-ce qu'au contraire, on va la louer pour des projets de construction? Donc il y a déjà ce souci-là qui se pose sur les friches. Le problème des friches aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à trouver un modèle économique qui, entre guillemets, puisse intégrer les bénéfices écosystémiques qu'il y aurait à assurer la présence de la nature sur le projet de reconversion de la friche. C'est ça que nous disent par exemple les EPF. C'est-à-dire que le problème, c'est que les bénéfices écosystémiques générés par une renaturation, par exemple, de cette friche, ils vont se mesurer à 10, 20, 30 ou 50 ans si on commence à planter, par exemple, sur cette friche. Or, aujourd'hui, on n'est pas capable de monter des projets à un tel temps long. Donc, il y a deux problèmes. Il y a pour les opérateurs, il y a comment on fait pour avoir des projets à temps très long, parce que la biodiversité, on raisonne à temps très long, et comment on fait pour intégrer dans les modèles économiques, financiers et même comptables les bénéfices écosystémiques pour rendre rentable l'investissement dans la renaturation de la friche, pour la rendre, entre guillemets, pour que la nature soit compétitive aussi, entre guillemets, face à des projets, par exemple, de pur habitat qui laisseraient peu de place à la nature. Donc il y a vraiment cet enjeu-là de redéfinir le dimensionnement et les modèles économiques de ces projets. C'est une discussion qui est en cours. Je crois que ça rejoint aussi un autre grand débat qu'on aura un jour, j'espère, sur les communs naturels. Et notamment les petits communs naturels qui existent dans nos villes et comment les préserver.
certaines friches pourraient être des communs, mais ça c'est encore un autre débat. Sur la question du partenariat entre le public et le privé, c'est essentiel. Comme l'a dit mon collègue Jean-Marie Sermier, moi je crois qu'il ne faut pas ajouter des normes, il faut plutôt en retirer. Il faut vraiment miser sur des coalitions d'acteurs et des partenariats. Ça c'est vraiment... et moi je fais aucune proposition dans cette mission de loi supplémentaire. Surtout pas. C'est vraiment pas le but. Et l'idée, c'est pas de à nouveau promouvoir une écologie contraignante et une écologie de la norme, mais plutôt une écologie de l'expérimentation, de l'innovation et surtout de l'action conjointe. Le partenariat public-privé, oui, il faut le développer, par exemple, sous la forme de faciliter le mécénat naturel, c'est-à-dire de permettre aux entreprises d'avoir un débouché naturel quand elles souhaitent investir. C'est aussi de faciliter, ce que je l'ai dit sur les projets de compensation, des mécanismes qui permettent à tous les acteurs de travailler ensemble sur des projets de transition écologique et de biodiversité urbaine. Voilà quelques exemples pour répondre un petit peu à votre question. Et ensuite, c'est Guy Bricou. Il reste Hubert Vulfranc. Non, Guy. Ah, Guy, c'était toi. Alors, Guy Bricou, qui cultive les questions comme il cultive son potager, c'est-à-dire avec une grande productivité. Alors, je vais être un peu terrible, mais en fait, il y a une grande question derrière toutes vos questions, c'est la question de l'évaluation et de la mesure. C'est un enjeu parce que, pour remonter un peu le débat, on a bien progressé pour tout ce qui est de l'ordre de la mesure du carbone, de l'empreinte carbone, et de tout ce qui s'inscrit dans la mesure en vue de lutter efficacement contre le réchauffement climatique et décarboner notre économie. Là, on commence à être mature. En revanche, sur la biodiversité, on est un peu en retard. Sur le calcul de l'empreinte biodiversité des différentes activités, c'est beaucoup plus complexe parce que chaque milieu est différent. Chaque faune, chaque flore, chaque territoire est différent. Et donc, c'est compliqué d'avoir des mesures et des données qui peuvent être collectées partout, au même endroit, par les mêmes personnes de façon homogène. Donc, c'est vraiment un travail de fourmi, mais c'est un enjeu clé aujourd'hui que de bien collecter la donnée verte, que ce soit un inventaire de la faune ou de la flore, que ce soit aussi d'être capable de concevoir des mesures d'impact, donc de l'empreinte biodiversité, pour toutes les décisions qui sont prises, pour pouvoir faire des comparatifs et évaluer ce qui marche ou ce qui ne marche pas, à la fois pour préserver la biodiversité, mais aussi pour apporter et tenir la promesse de toutes les solutions qu'on a évoquées. Donc c'est un immense chantier. Je ne cesse, moi, de dire qu'on n'avance pas assez vite. Là, j'avoue que je ne sais pas encore ce que l'on peut faire. La Caisse des dépôts innove beaucoup, Caisse des dépôts biodiversité, pour produire des mesures qu'on pourrait utiliser pour évaluer. Mais on n'en est encore qu'au début, donc il faut investir dans la... Ouais. Il y avait quand même beaucoup d'autres questions. Sur les moyens, oui, vous m'avez entendu dans cette commission demander plus de moyens pour l'OFB et la décentralisation de ces moyens en région. Donc je ne vais pas me déjuger et dire que je ne suis pas d'accord avec votre remarque. Oui, il faut des moyens. Le problème que l'on a en plus sur ces sujets, ce sont des sujets extrêmement techniques. Le ticket d'entrée pour l'élu, il est très élevé. Et donc il a besoin, sur ce sujet en particulier, de plus de moyens, de plus de ressources de la part notamment des agences de l'État. Donc ça, pour moi, c'est une évidence. Et sur l'information des citoyens, je crois quand même qu'avec le projet de loi climat résilience, on a bien inscrit dans les programmes dès l'élémentaire des enseignements et de la sensibilisation sur la question de la biodiversité, qu'il y a peu de villes aujourd'hui qui n'ont pas des projets éducatifs en lien avec la nature en ville, que ce soit des potagers, que ce soit de la végétalisation, des cours, etc. Je pense que la sensibilisation, elle va commencer là. Et puis après, moi, je vais juste finir sur une note un peu poétique, mais je crois que tout ça ne suffit pas. Après, il faut aussi qu'il y ait des discours qui enflamment un peu les cœurs et qu'il faut faire retomber les gens amoureux de la nature, quel que soit leur âge, Monsieur Bricou, même s'ils sont le doyen de cette commission. Je vais continuer avec...
Non, parce que c'était un petit peu le qui veut tuer son chien dit qu'il a la rage, hein, les remarques que tu as pu faire. Moi, je voulais quand même dire que en complément, alors c'est vrai que donner un peu d'enthousiasme à tout ça, c'est fondamental, mais qu'une question de fond est quand même comment on monétise la nature. Parce que c'est vraiment la vraie problématique. Comment on intègre la nature dans un modèle économique qui fonctionne et dont on a besoin d'une manière très claire, ne serait-ce que par tous les bénéfices dont on peut tirer de cette nature, qu'elle soit animale, végétale ou bactérienne, parce que je pense que pour répondre à Alain, c'est important et on n'a pas du tout exclu, on n'a pas du tout parlé que de flore, on a aussi parlé de faune et de bactéries, qui sont également deux éléments importants et qui sont fondamentaux en termes de biodiversité, de continuité, de réservoir de biodiversité. Et puis, peut-être pour totalement conclure ce que l'on a dit depuis tout à l'heure, je pense que ce dont on est sûr, c'est que ce sujet dont on entend de plus en plus parler, moi plus j'en parle autour de moi, plus les gens me font des retours comme quoi c'est un sujet dont ils entendent parler, je pense qu'il mérite une mission pendant la prochaine session législative. Voilà, merci à tous. Bien, merci beaucoup à vous deux. Ces sujets sont passionnants. Je pense qu'on a entrevu un certain nombre d'entre eux et je pense effectivement, probablement, le sujet étant vaste, mérite certainement un approfondissement qui reviendra à d'autres de faire en tout cas ces choix-là. Merci beaucoup pour vos travaux. Merci à vous deux aussi.